Bah, c'est rigolo que tu me parles de Rolex parce que je vais m'en acheter une nouvelle en plus la semaine prochaine. Je suis très content d'accueillir Alec Henry. Salut Alec, alors est-ce qu'on dit c'est ton prénom Alec, c'est ton prénom Henry, comment? Non, mon prénom c'est Alec, effectivement, mon nom c'est Henry. C'est vrai que très bien vu parce que beaucoup de gens se posent la question des fois, en tout cas il y a des fois un amalgame. Ouais. Donc ouais, Alec Henry, mon prénom Alec. Ok, ça marche. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter, décrire un peu ton activité, qui es-tu, ce que tu fais? Yes, eh bien en fait il y a de ça un peu plus d'une année, j'avais simplement une agence de marketing digital basée à Lausanne en Suisse et mon but avec mon associé c'était en fait d'utiliser les réseaux sociaux, la publicité en ligne, les tunnels de vente et tout ce qui s'ensuit, bref notre expertise du marketing digital pour démultiplier les résultats des entreprises, exemple un restaurant, une salle de sport, un cabinet de conseil, une agence immobilière, pour justement leur faire des résultats. Donc on vendait des prestations en ce sens, on avait tout simplement une agence à 360 degrés de marketing digital. On a revu à plusieurs reprises notre business model, on a tenté de pivoter, on a fait différentes choses. Et à un moment donné, naturellement, je me suis orienté vers l'infoprenariat. L'infoprenariat, j'étais déjà aussi dans la prestat de service, je connaissais des gens qui faisaient du coaching, du consulting, à proprement parler. Et un soir de décembre 2017, il faisait noir, enfin bref, non, c'était totalement de manière vraiment improvisée. Un ami qui me dit, qui habite Lyon, qui me dit écoute, on va passer la journée à Genève, c'est cool. Moi souvent je suis assez dans ma tanière dans mon bureau en train de bosser et je sors pas trop et je me dis bon c'est l'occasion. Sur Genève, il me fait écoute, là ce soir il y a un event e-commerce qui est organisé, je sais pas ce que ça vaut, c'est des mecs je les connais pas, ils organisent ça. C'était donc la clique, toute la bande, Sébastien Cerise, Yannick Chastain, il y avait Léo Guillot, Jean-Luc Monteagudo, vraiment toute cette belle équipe, toute cette fine équipe du e-commerce francophone qui organisait un e-com tour. Et je me rends là-bas vraiment moi totalement novice, je connais absolument rien à part Facebook Ads et mon expertise, mais je n'étais pas dans le dropshipping ni quoi. J'avais entendu parler, j'avais essayé, j'avais suivi 2-3 vidéos de 2-3 personnes et là je rencontre deux personnes, notamment Jean-Luc Monteagudo de ID Marketing et Léo Guillot. Avec lesquels donc ces deux voilà, un bon feeling passe, tu vois, un bon feeling se passe, on passe la soirée ensemble, on échange, on discute, sans trop non plus exagérer, parce qu'effectivement j'ai constaté que visiblement ils avaient l'air un petit peu connus, donc il y avait pas mal de gens autour, et moi de manière totalement en fait naturelle, parce que je ne les connaissais pas, donc j'étais pas impressionné ou autre, et je pense qu'il n'y a pas lieu. Aujourd'hui, étant un petit peu dans cette sphère, toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui se disent « Ah ouais, super, génial, beau parcours » et qui sont impressionnés, moi je vois aujourd'hui, je fais beaucoup d'événements, et je reçois des messages de gens qui viennent vers moi après coup, et qui me disent « Ouah, je t'ai croisé, je t'ai vu, j'ai pas osé te parler ». Mais oser, vraiment oser, parce que on est comme vous, hein, on a deux bras, deux jambes, et je m'excuse du terme, mais on va aux toilettes comme vous, et ça c'est hyper important. Donc du coup, j'échange avec eux, je me rends la semaine après chez Jean-Luc, très bon feeling, une personne extraordinaire, très humaine. Et la semaine suivante, j'étais en lien direct avec le project manager de Léo et je vais chez Léo, je ne sais même pas pourquoi je vais dans ce bureau. Je devais faire 15 minutes juste pour le fun et discuter en passant par Genève. Et au final, je ressors de ce bureau 6 heures plus tard, avec des idées plein la tête, et on voulait se lancer sur un nouveau projet ensemble, donc chose que l'on a fait, et ça a été un petit peu l'élément déclencheur de ma prise de conscience par rapport au monde de l'infoprenariat, parce que notre grande réflexion avec mon associé, c'était ok, on fait de la prestat de service, on fait du résultat pour nos clients, mais on vend ça 1000, 2000, 3000, voire 5000 euros maximum. Et notre plus gros projet, c'était un site internet assez poussé à 35 000 euros. Donc tu vois, bon, c'était quand même assez intéressant, une prestation à 35 000 euros, tu as pas mal de marge, tu délègues beaucoup de choses. Mais c'est pas pareil que le e-commerce ou même ou le dropshipping, l'infoprenariat, excuse-moi. Mais par contre, on se disait, attends, le mec, il a payé 2500 euros notre prestation et on lui a généré 300 000 euros de chiffre d'affaires. Il n'y a pas un problème dans l'équation. Comment est-ce qu'on pourrait faire
pour être aussi rémunéré à la valeur réelle que l'on apporte. Ouais. Et là, justement, on a mis en place des stratégies de consulting où on accompagnait en fait des lancements, on accompagnait en fait des sociétés de prestat de services, parce que ce soit avec de l'infoprenariat ou de la presta, ce sont des produits qui sont d'une part assez scalables, d'autre part qui délivrent beaucoup de valeur et en plus, et le plus intéressant, qui dégagent énormément de marge. Donc on peut marger large, on peut augmenter, on peut avoir une prévisibilité, une vision assez élevée par rapport à tout ce qui est coût d'acquisition, affiliation et autres, mais surtout derrière, si on est rémunéré directement aux bénéfices que l'on génère pour notre client, plus le bénéfice est grand au final, plus notre rémunération l'est aussi. Donc, du coup, là, tu es passé de prestataire à consultant en quelque sorte. Exactement, à partir de ce moment-là, je suis passé de prestataire à consultant, tout en continuant à côté mes activités, enfin en démarrant à côté mes activités d'infopreneur. Et plus le temps passait, plus j'avais des gens qui voulaient que je les prenne en consulting, j'avais plus le temps de gérer ça. Ils voyaient que des personnes en partant de zéro, en seulement 2 ou 3 mois, 4 mois avec nos stratégies, généraient des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros. Ils se posaient des questions et au bout d'un moment, quand tu fais du consulting, notamment du done for you, donc tu fais avec la personne ou pour la personne, tu te dis bon, je peux pas tout faire, il y a 24 heures dans une journée, donc j'ai mis en place aussi des sessions de coaching aujourd'hui où j'accompagne des gens qui ont déjà un business ou qui ont un projet et qui veulent passer à l'étape supérieure et même j'ai arrêté l'infoprenariat aujourd'hui, je fais plus des formations dites standards où tu vends une formation et le mec il a son espace membre, il va lire la formation. En fait ma formation elle existe toujours mais j'ai implémenté ma formation dans un gros coaching groupé et il y a toute une communauté que je coach personnellement, que j'accompagne, c'est pour ça que je suis assez sélectif en fait dans mes étudiants et du coup, je gère ça. Tu présentes ça comment? Tu vends le coaching avec un support de formation ou est-ce que tu vends la formation avec un support de coaching? Est-ce que tu mets quoi en avant par rapport à… Alors aujourd'hui typiquement, déjà par rapport à ma stratégie d'acquisition, j'utilise toujours les vecteurs publicitaires ou organiques. Ouais. Je les envoie vers un webinaire qui tourne en evergreen, donc je pense que les gens de ton audience connaissent également l'evergreen. Et ensuite, dans ce webinaire, je n'ai absolument rien à vendre. Volontairement parce que j'ai pas envie de déclencher des achats impulsifs et j'ai envie de savoir qui rejoint mes programmes, que ce soit du coaching privé ou groupé. Surtout qu'aujourd'hui, je ne vais pas te le cacher, plus de 80% de mes revenus découlent ni de la formation ni du coaching privé, mais surtout du consulting, de la valeur que je donne avec mes prestations de consulting auprès de mes clients. Donc, je ne suis pas réellement tributaire de… Waouh, il faut absolument que j'ai un nouveau client aujourd'hui dans ma formation. Tu vois ce que je veux dire? Si demain j'arrête ça, c'est pas la fin des haricots. Donc, ce que je fais, c'est que je mets en place un appel stratégique où la personne sera appelée par soit quelqu'un que j'ai personnellement formé, soit moi-même, donc un membre de mon équipe ou moi. Et elle va évaluer si effectivement nous sommes en mesure d'aider cette personne et elle est le profil que l'on recherche à recruter, enfin à avoir dans notre formation pour qu'on continue en fait dans cette dynamique de bonne humeur, quoi, tout simplement. Je veux dire, on a un groupe WhatsApp, on a un groupe Facebook, encore aujourd'hui à 18h, dis-toi que c'est les membres eux-mêmes qui organisent leur propre coaching. Donc, ils s'auto-coachent les uns les autres, quoi. Ils s'auto-coachent les uns les autres, ils mettent en place vraiment une dynamique et après ils me contactent, ils me disent allez Alec, viens 15 minutes dans notre coaching, on a des bons tips en plus à te partager. Tu vois, c'est le truc, ça s'est inversé tellement que les mecs, déjà en moins de 2-3 semaines, ils ont des gros résultats, donc de l'ordre de plusieurs milliers d'euros, et j'ai conçu la formation comme ça à la base. Mais la problématique des formations en ligne, à mon sens, peut-être que tu es du même avis, c'est qu'on ne va pas se le cacher. On est en novembre, ça fait environ 11 mois que j'accompagne, je dirais 10 mois que j'accompagne réellement des infopreneurs à développer leur chiffre d'affaires et à exploser leurs résultats. Donc en 11 mois, j'avais calculé, j'ai vendu un petit peu plus de 4500 formations en ligne. De tout type, des formations allant de 7 euros à plus de 1500 euros, voire même au-delà. Et sur ces 4500 personnes différentes, t'en as moins de 10% qui réellement passent à l'action, mettent les choses en place et ont des résultats. Et moi, j'ai pas du tout honte de ces chiffres, je les assume totalement. À la base, tu vois, je suis dans le domaine du trading, j'étais dans le domaine du trading et les institutions, les organismes qui régulent en fait les marchés financiers, type l'AMF, l'autorité des marchés financiers pour la France ou la FINMA pour la Suisse, sont unanimes. Les chiffres sont plus ou moins les mêmes. 90% des traders particuliers perdent de l'argent sur les marchés financiers. Les formations en ligne, c'est exactement pareil. Mais pourquoi? C'est pas la faute du formateur.
c'est pas la faute de la personne indirectement, c'est tout simplement qu'elle manque d'accompagnement. Et l'accompagnement permet la motivation. Et la motivation, c'est quoi? C'est l'état d'esprit, c'est le mindset. Et vous pourrez avoir les meilleurs outils, les meilleures techniques, qui sont d'ailleurs toutes disponibles gratuitement sur Internet si on sait rechercher. Si vous n'avez pas le mindset et l'accompagnement des plans d'action, qui te pousse, c'est ça, ça ne fera aucun résultat. C'est pour ça que moi-même, tu vois, j'investis beaucoup dans des coachings, dans des séminaires. D'ailleurs, je crois que tu as parlé sur ta chaîne de Tai Lopez, c'est un de tes mentors. Alors, Tai Lopez, ouais. Disons que Tai Lopez, c'est un grand nom du domaine, très clairement. Je respecte énormément son travail. Après, c'est pas forcément la personne qui m'inspire le plus aux États-Unis, mais il fait partie d'un des mentors. J'ai suivi certains de ses programmes. Ce ne sont pas les programmes qui m'ont appris le plus. Si j'aurais vraiment un mentor à donner aujourd'hui aux États-Unis, ça serait dans le domaine de l'infoprenariat, clairement, et du consulting, ça serait Sam Owens. Et de loin, ouais, vraiment Sam Owens qui d'une part de son branding est hors norme, ses résultats le sont aussi, son parcours tout en plus, donc ouais, vraiment Sam Owens. Ok, bah je mettrai un lien pour tous ceux qui veulent aller voir, je pense qu'il a une chaîne YouTube, j'imagine. Exactement. Du coup, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est un peu de retracer ton parcours. Ouais. J'aime bien connaître les gens, puis savoir par où ils sont passés. Je crois que tu vis en Suisse. Et tu as fait ton service militaire en Suisse. Est-ce que cette expérience-là t'a apporté quelque chose de particulier pour ton business ou justement c'est quelque chose que tu as voulu fuir ou je sais pas, qu'est-ce que ça t'a apporté Alors effectivement, j'ai voulu fuir beaucoup de choses et c'est pour ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Mais la première chose que j'ai voulu fuir en fait, c'est le monde du salariat en lui-même. C'est-à-dire que j'ai terminé l'école relativement tôt, j'avais de l'avance à l'école. J'étais pourtant loin d'être le plus intelligent, bien au contraire. Je ne savais pas pourquoi j'étais là, donc j'ai jamais redoublé. En revanche, j'étais un petit peu le bouc émissaire de tout le monde, l'enfant turbulent, l'enfant qu'on va pousser à la récré ou voler son goûter. J'étais aussi le petit timide qui n'ose pas m'exprimer, qui n'ose pas parler. J'étais aussi celui à qui on faisait faire toutes les bêtises et qui ramassait toutes les punitions. C'était un petit peu mon train-train et mon enfance. Donc j'ai voulu un petit peu prendre ma revanche, mais je ne savais pas trop comment. Et je l'ai prise aujourd'hui grâce notamment à mes résultats et l'entrepreneuriat. Mais la vraie motivation, c'est que je me suis retrouvé donc à l'usine à 15 ans et on m'a littéralement fait comprendre que j'étais bon à rien, que j'allais faire que ça toute ma vie et qu'il fallait que je me fasse à l'idée. Très clairement, il fallait que je me fasse à l'idée et puis que ça allait être comme ça et puis que ça me plaise ou non, c'était comme ça. Donc je fais ça 1 année, 2 ans et autres. J'étais toujours autant timide. Je me suis réfugié dans les jeux vidéo pendant des heures et des heures et des heures, jusqu'à 15 à 20 heures par jour. J'en oubliais même de manger. Je faisais 56 kilos pour 1m80, enfin 1m76 ou 17. Donc c'est pour dire, tu vois, j'étais vraiment maigre. J'étais, voilà. Donc, et 2013, en fait, ce qui se passe, c'est que je prends conscience de différentes choses et je me rends compte que il faut que je change, j'ai envie de me mettre au sport, j'ai plein de bonne volonté, mais je passe pas à l'action. Et un jour, en 2013, en fait, je reçois un SMS, tout simplement un SMS de mon grand-père qui me dit les choses suivantes: salut, virgule, ton père est mort. Point. Ce jour, non, il avait rajouté ce jour, ton père est mort ce jour. Et du coup, tu vois, tu reçois ce SMS. Une grosse claque. T'es un peu choqué, tu comprends pas trop. Du coup, petite sueur froide. Je sors, j'étais au boulot, pause de midi. Je sors et tout, je prends mon téléphone, j'appelle, puis effectivement, j'apprends que il est bien décédé et que ça fait plus de 2 semaines qu'il est dans le coma suite à un traumatisme crânien et qu'il a fait une embolie pulmonaire. Bon, voilà quoi, c'est la vie, j'ai envie de te dire, on peut rien y faire. Donc je reste, je pleure pas, je reste stoïque et je continue ma journée de travail. Et rapidement, certains collègues qui l'ont appris m'ont dit rentre chez toi. Je suis rentré chez moi, j'ai réfléchi, j'ai rien fait. J'ai réfléchi, j'ai vraiment rien fait en fait. Je suis vraiment rentré, je me suis assis, j'ai réfléchi. Et quand je me suis réveillé le lendemain, en fait, j'étais plus du tout le même. C'est-à-dire qu'en gros,
Je me suis dit, bon, tu as perdu ton temps là, ça fait assez de temps que tu te branles, mais vraiment. Et du coup, j'ai choisi en fait de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai cherché des opportunités. J'ai commencé avec le MLM où j'ai eu de bons résultats. Je me suis fait beaucoup d'ennemis. Tu vois, quand tu passes de introverti, le branleur, le mec qui reste tout le temps chez lui, qui sort pas et qui dit rien, et qui était un peu la victime, à le mec qui tente, qui essaie, qui se bat et qui s'en fout de ce que les gens pensent, mais qui passe à l'action. Et que au début, on te dit que tu es à moitié fou, qu'ensuite on te dit que peut-être que ça vaut la peine. Ouais, et puis les gens ils te reconnaissent pas quoi, en fait, ton entourage te reconnaît plus quoi. C'est ça, exact. Et qu'après on te dit comment t'as fait, explique-moi comment t'as fait. Du coup c'était assez rigolo. Ensuite, en parallèle de ça, donc j'ai continué à avancer. J'avais encore ma formation, si tu veux. Et arrivé à la fin de ma formation, ce qui se passe, c'est que le MLM, ça commençait un petit peu à me saouler parce que je remarquais que j'étais le seul qui était motivé parmi plus de 350 personnes dans mon organisation. D'ailleurs, le MLM, on l'associe énormément. Je crois que même tu en as parlé à la pyramide de Ponzi. Exactement. Est-ce que tu peux juste prendre 5 minutes pour expliquer, pas forcément donner un cours d'économie, mais expliquer ce qu'est le Ponzi justement? Bien sûr. Alors en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marketing de réseau en lui-même n'est absolument pas illégal ou n'est absolument pas une pyramide de Ponzi. C'est tout simplement une forme de commercialisation qui est différente, basée sur la recommandation et l'affiliation, ni plus ni moins. C'est juste que le mode de rémunération peut être en binaire ou en unilevel, que l'on appelle, donc soit sous forme d'arbre ou sous forme, enfin pyramide ou arbre, appelez ça comme vous voulez, ou sous forme de ligne avec des différents niveaux. Et ce qui se passe, c'est que derrière, effectivement, il y a différentes choses qui font que il y a des fois des escroqueries, comme des escrocs, comme s'il y a le bien, il y a le mal, qui font que certaines personnes mettent en place des systèmes pyramidaux. Et dans ces systèmes pyramidaux, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas forcément de réel produit ou de réelle valeur ajoutée, et donc l'argent qui est distribué, redistribué dans le réseau provient des nouveaux adhérents du réseau lui-même. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plus de distributeurs qu'il n'y a de clients. Les gens sont là pour l'opportunité et non pas pour le produit qui doit être marketé par l'opportunité elle-même. Donc on rentre dans une sorte de conflit d'intérêts global et la pyramide s'effondre tout simplement, et c'est effectivement de l'escroquerie. Alors moi au départ j'ai commencé dans du vrai MLM, et ensuite il y avait un pseudo vrai MLM qui était en réalité une pyramide de Ponzi qui s'est écroulé un temps, et là effectivement j'ai ramassé toutes les personnes qui étaient rentrées dans cette pyramide et qui me disaient je me suis fait avoir, c'est ta faute, c'est toi qui en as parlé. Effectivement, c'était moi qui en avais parlé, parce que j'étais le seul à me bouger un petit peu dans cette industrie, dans ma région en tout cas. Donc c'était assez compliqué, j'en ai eu un petit peu marre. Et au même moment, en fait, je termine ma formation, on me propose une embauche, et moi je dis clairement non merci, non merci, je préfère galérer, je préfère limite faire la manche que de rester dans cette usine, et vraiment, en plus on me proposait une place dans des bureaux, à l'usine dans des bureaux. J'avais un certain niveau de qualification, mais bon, après je voyais très bien qu'on allait me faire des choses, que c'était pas quelque chose qui allait me pousser vers l'avant et m'offrir la vie que j'ai envie d'avoir, et donc je suis parti faire mon service militaire. Service militaire qui est particulier en Suisse là aussi, qui m'a donné beaucoup de choses, notamment la discipline, le dépassement de soi, la fraternité entre guillemets, le fait d'aider son prochain et de l'accompagner dans la douleur. Après j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en Suisse, en général, quand on veut te faire grader, tu es condamné à grader. Donc on voulait d'abord me faire grader lieutenant, parce que j'avais des bonnes aptitudes physiques et mentales. Ensuite j'ai réussi à négocier pour grader que sergent. Et par je sais pas, la puissance du Saint-Esprit ou que sais-je encore, ou mes facultés en négociation, je sais pas, j'ai réussi à rester soldat. Donc ça, j'en suis très content, parce que ça aurait impliqué en fait une année de plus de service, plus derrière d'autres engagements. Enfin, ça allait être un petit peu compliqué à gérer, et surtout que j'avais envie, moi, au fond de moi, de me lancer dans l'entrepreneuriat. En parallèle de l'armée, j'avais continué à faire du MLM, mais pas en tant que réseauteur, juste en tant que consultant. C'est-à-dire que toute l'expérience accumulée dans le marketing de réseau et mon expérience en vente, je l'avais retranscrit dans une prestation
qu'une société française avait envie de mettre en place son réseau. Donc je les ai accompagnés, je les ai aidés dans la mise en place de ce réseau. Donc première chose, et après je termine en fait mon service. Donc je termine mon service, je termine cette prestation et je me retrouve en fait sans rien. Juste avec plein d'énergie, plein de motivation, mais j'ai pas d'argent, j'ai pas forcément de plan, je sais que j'ai envie d'entreprendre, mais je sais pas dans quoi. Je sors de l'usine, tu vois, j'ai pas de grand diplôme, enfin j'ai aucun vrai diplôme. J'ai juste un certificat de capacité comme quoi je suis bon à être ouvrier toute ma vie. Donc c'est pas avec ça que tu vas très loin. Et du coup je me dis bon, comment on va faire? Et je me dis bon, en attendant, je vais pas me plaindre, je vais serrer les dents et je vais cumuler des travaux. Je vais cumuler des travails et du coup j'ai fait l'usine la journée. Vu que je sortais de l'armée et que j'étais pas à la logistique ou autre, j'étais dans l'infanterie. Du coup, j'avais quand même certaines conditions physiques et puis aussi une certaine connaissance du terrain et de ce qu'il en découle. Et du coup, j'ai trouvé un poste d'agent de sécurité la nuit. Et le week-end, je me suis mis arbitre de foot. Donc, je connaissais rien aux règles du foot, j'aime pas le foot. J'avais de la peine à siffler des enfants de 7 ans, mais je l'ai fait. Et du coup, j'ai cumulé ces 3 jobs. Et en parallèle, j'ai investi environ 20 000 € dans des formations de trading, pour commencer à comprendre comment ça marchait la bourse, le trading et autres. Donc mes dernières économies, je les ai investies là-dedans. Et du coup, ça doit te faire un peu rire quand tu entends des gens qui ont le syndrome de l'imposteur, alors que toi, tu as fait arbitre de foot alors que tu connaissais aucune règle. C'est ça, vraiment. Et je te jure que les enfants, ils avaient 7 ans, je sifflais, les parents m'insultaient, les enfants me disaient les règles, quoi. Non mais vraiment, les enfants m'expliquaient les règles. Et plusieurs fois, surtout quand j'ai commencé à grimper, parce qu'au bout d'un moment, pour te motiver, tu vois, ils te font grimper un petit peu les échelons d'arbitre. Plusieurs fois, j'ai dû rester enfermé dans les vestiaires parce que sinon, je me faisais littéralement casser la tête par l'équipe entière adverse. D'accord. Parce que j'avais sifflé n'importe comment, mais vraiment. Donc j'ai vite arrêté parce que même ne serait-ce que par respect pour le sport, j'aime bien le sport d'ordre général, même si je connais pas trop le foot, je me suis dit que voilà, tous ces jeunes qui prenaient leur week-end pour aller à un match de foot et autres et qui se retrouvaient avec un arbitre comme moi, ils devaient vraiment être dégoûtés et à terme ils allaient carrément arrêter le foot. Donc j'ai choisi moi-même d'arrêter et de leur rendre service. Et du coup, ce qui s'est passé après, c'est que lorsque je me suis formé au trading, j'ai rencontré une personne qui est aujourd'hui est mon associé, et cette personne, c'est de loin la personne la plus je dirais, talentueuse et éthique et honnête que la vie m'ait amené de reconnaître et de rencontrer. Et sans cette personne, je ne serais pas où j'en suis très clairement, même si il n'est pas visible, il ne souhaite pas être public. Parce que j'allais te demander s'il avait une chaîne YouTube. Non, il a ni chaîne YouTube, il va pas aux événements, il répond pas au téléphone. C'est l'homme de l'ombre. C'est l'homme de l'ombre et ça lui plaît d'être comme ça. Il a beaucoup de choses à faire à côté, il a plusieurs entreprises et beaucoup de projets. Donc voilà. Mais c'est vrai que du coup, les gens qui veulent se lancer et qui hésitent à se lancer avec quelqu'un, c'est important d'être bien accompagné et de mettre en place une dynamique justement. Donc ouais, j'encourage. Donc voilà, globalement, tu vois, pour mon parcours en partant de vraiment zéro, à l'usine où j'apprends en 2013 cette nouvelle, à aujourd'hui où j'ai fait abstraction de tous ces obstacles. Ok. Et du coup, on parlait d'être exposé. Il y a une personne qui a fait un gros bad buzz et tu as été l'un des seuls à l'interviewer, je crois, sur YouTube, c'est Emmanuel Friedenrich. Est-ce que tu peux nous parler de cette personne, justement, peut-être pour les rares qui ne connaissent pas, parce que forcément, il y a eu un gros buzz autour de lui. Parce que j'ai vu, du coup, tu as désactivé les commentaires dans cette vidéo, et est-ce que, du coup, tu as pris des risques en t'exposant avec cette personne-là? Oui, effectivement. Alors, en fait, pour t'expliquer, moi, en février, j'ai fait un lancement avec une personne que je respecte énormément, qui est un très bon ami, Léo Guillot, que tu connais probablement. Et dans ce lancement, on a fait une grave erreur. Notre erreur, c'est d'avoir été honnête. Je te l'explique. En fait, tu vois, Léo et moi, on a une vingtaine d'années. On a eu la chance de collaborer, notamment grâce à mon associé, avec des entités telles que Microsoft, Oracle ou d'autres sociétés. Seulement à notre jeune âge, on a pu travailler avec énormément de clients, on a pu générer énormément d'argent, jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, chose que je génère encore et que j'assume aujourd'hui tout à fait.
J'ai absolument aucun problème avec ça. Je suis en règle de part et d'autre. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand tu dis ça à une audience notamment froide, qui plus est française, et la France, on sait qu'elle a certains tabous, notamment avec la réussite et l'argent, et qu'en plus tu as 20 ans et qu'en plus tu es un petit peu provocateur, tu risques de titiller certains haters. Chose faite. Donc on a eu un gros problème, c'est-à-dire qu'on a eu un article assez étoffé qui est tout simplement qui a été traité en justice, et l'affaire est encore en cours parce que ça prend des mois. Hein. Ceux qui me disent oui vous avez rien fait, non, un traitement en justice ça prend des mois, voire des années dans certains cas. Du coup c'était ça, parce que tu as parlé vite fait une fois dans ta vidéo de soucis juridiques par rapport à une diffamation. Est-ce que c'était… C'est ça, tout à fait. Donc là on parlait de diffamation, on parle de dénigrement, on parle de concurrence déloyale, on parle d'énormément de chefs d'accusation, donc c'est en cours. Je ne peux pas m'exprimer davantage sur cette affaire, mais tout ça en fait, si tu veux, a fait que au même moment, on avait un voyage aux États-Unis pour un mastermind, donc on est allé à New York, on a appris beaucoup de choses, puis ensuite on s'est dit bon, on a bien travaillé, on s'est pris une belle villa dans les hauteurs de Hollywood à Los Angeles, et on était là-bas avec l'équipe, donc Léo, moi-même, mon associé et trois personnes, 3 membres de notre équipe. Et au même moment, on sait qu'il y a Emmanuel qui est dans les parages, et du coup on le rencontre en février, donc 2018, je le rencontre à Los Angeles, et il s'avère qu'il est vraiment détendu, quoi. Il est vraiment tranquille, avec un petit jus de fruits, un petit cookie, tranquille, tout sympa, vraiment chouette. Et donc il vient, on discute, et au même moment en fait nous on avait cette problématique où c'était un petit peu, ça nous dérangeait parce que ça représente quand même un manque à gagner considérable, et aussi notre image de marque a été clairement entachée de par le fait que, à défaut de juste vendre des formations en ligne, ce qui n'aurait pas posé trop de problèmes, on a quand même de gros clients à côté, de grosses personnes qui nous font confiance, et on ne peut pas non plus, quand on a ce type d'article, c'est quand même compliqué. Donc maintenant il n'est plus en ligne, donc voilà, mais c'est vrai que c'était chiant. Et au même moment, il y a Fred Henrich qui avait fait le buzz avec une fameuse vidéo d'un youtubeur connu, une vidéo vue par des millions de personnes, et on lui dit mais Emmanuel, comment tu fais pour être si serein et si calme par rapport à ça? Et il me dit mais moi ça me fait rire parce que au final ces gens-là ils pensent avoir la bonne parole, ils pensent avoir raison, ils pensent effectivement que je suis un escroc, mais maintenant, les amis, regardez mes résultats. Et effectivement, les résultats sont unanimes. Je veux dire, le titre de ma vidéo avec Fred Henrich, c'est quand même qu'à 20 ans, il génère plus de 5 500 000 euros de chiffre d'affaires sur Internet. Et si c'était illégal ce qu'il faisait, crois-moi que vu comment dirais-je, la médiatisation de cette personne, la visibilité de cette personne, de par que ce soit ces gros youtubeurs, de par différents médias qui ont partagé l'information, de par tout le monde qui en parle autour, s'il faisait quoi que ce soit d'illégal, je pense sincèrement qu'il ne serait pas libre. Voilà, je veux dire, que ce soit aux États-Unis, à Paris, en Suisse ou peu importe où, il est tout sauf, il est tout ce qu'il y a de plus libre, bien au contraire. Et même il s'amuse très très bien, je t'assure qu'il se porte très très bien, tu vois. Et du coup, je me suis dit, c'était l'occasion, il venait de faire une présentation à Athènes, lors du congrès des infopreneurs, un événement où il y a la crème de l'infoprenariat qui se réunit chaque année. Je me suis dit, écoute, ça te dérangerait, on fait une interview, vraiment tout ce qu'il y a de plus calme sur ma chaîne, et puis tu expliques un petit peu comment tu as fait face à cette situation et aux haters. Lui, ça lui pose aucun problème, on en a parlé, on l'a partagé. Effectivement, les gens de mon audience ont extrêmement bien reçu la vidéo, parce que c'est vrai qu'elle était très intéressante et il y avait un sens à cette vidéo. Les gens qui aujourd'hui tombent sur la vidéo peuvent se dire, Alec Henry, c'est un escroc parce que Emmanuel Fred Henrich, je pense que c'est un escroc, donc c'est des escrocs. Par résonance. Raccourci, mais au final, les gens qui font ce type de raccourci ne sont pas des gens que j'ai envie d'avoir typiquement dans mes clients. Donc ça ne me pose absolument aucun problème. Ni dans mes clients en B2B, ni dans mes clients en B2C, ni aujourd'hui, ni demain, ni dans 10 ans. Parce que c'est un type d'état d'esprit et de vision des choses qui ne me convient pas et qui n'est pas en accord avec moi-même. Moi, je laisse toujours le bénéfice du doute à quelqu'un, et je ne
et il peut me prouver des choses et à tout moment, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et moi je suis de cet avis également. Donc voilà un petit peu ce que j'ai à en dire de cette affaire et je trouvais intéressant de le faire intervenir parce que moi, voilà, tu vois, mon parcours, c'est que j'ai quand même été assez atteint dans ma jeunesse par les gens qui me critiquaient, par les gens qui n'étaient pas d'accord avec moi ou qui me rabaissaient. Et lui, il y a fait face, mais pas une ou deux personnes, des millions de personnes. Et c'est drôle parce que tu vois, la vidéo que j'ai fait avec lui, c'est la seule vidéo de toute ma chaîne que j'ai dû, sur plus de 150 vidéos, que j'ai dû couper les commentaires, j'ai dû couper les likes, parce qu'au bout d'un moment, moi par respect pour les gens tout simplement, pas pour Emmanuel ou pour moi, mais pour les gens qui sont sur YouTube, j'ai pas envie de laisser des insultes ou des menaces de mort dans les commentaires. Je suis pour la liberté d'expression, mais à un moment il faut arrêter, surtout que ce sont les mêmes personnes, et je suis prêt à poser 10 000 sur la table, sont les mêmes personnes que s'ils le rencontrent en vrai dans la rue, ils vont le saluer, ils vont lui dire « je t'ai vu sur YouTube » et ils vont lui demander, certes il y aura la question « c'est vrai ce que tu fais ?» mais il y aura surtout « comment tu fais ?» Tu vois, comment tu fais? Moi aussi, j'ai déjà vu, j'en ai déjà entendu parler, j'aimerais bien savoir. Et je suis sûr, et celui qui me dit que non, eh ben, franchement, c'est soit il n'est pas honnête avec lui-même, soit il a un problème. Parce que du coup, alors il se satisfait du potentiel limitant qui lui est mis à disposition dans la vie, quoi. Ouais, c'est sûr. Et tu penses que du coup, pour arriver à des résultats aussi impressionnants que lui, à un âge voilà, très jeune, on est obligé de casser des choses, ou en tout cas de bousculer l'ordre établi de cette manière-là, c'est-à-dire aussi violemment que ça, tu penses? Absolument pas. Les résultats, les 5 500 000 euros ne sont absolument pas issus de son programme ni de son buzz. Bien au contraire, son buzz n'a été que le véhicule qui lui a permis de communiquer sur ses résultats. Ces résultats sont issus d'une marque de compléments alimentaires et son trafic venait tout simplement du Native Ads. Donc il est très bon dans l'acquisition de trafic, il est très bon dans le copywriting. Après, certains diront oui, mais son site n'est même pas à jour. Mais son site est surtout en maintenance parce qu'il a revu sa stratégie, ni plus ni moins. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir. Vous aussi, vous avez eu ces choses-là, quoi. Quand vous avez voulu créer une nouvelle chose avec Léo Guillot, vous avez été confronté aussi à une sorte d'ordre établi qui ne comprenait pas ce que vous faisiez et du coup non, en fait, nous, on a fait une erreur stratégique, si on veut, c'est-à-dire que, en gros, on s'est adressé à un public froid comme on s'adresserait à notre public chaud. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc là, c'était une erreur stratégique de notre part. En revanche, Emmanuel, sa volonté profonde, et ça, il le dit même dans la vidéo, c'est que il en est heureux au final d'avoir eu ce buzz. Tu vois, vraiment, c'était le but profond. Et même, il ne pensait pas qu'il aurait un tel buzz. Ouais, c'était inespéré, genre il a vu ça, il a fait yes, des millions de personnes ont vu mon visage. Mais tu vois, c'est déjà un autre niveau d'état d'esprit. Beaucoup de gens peut-être n'auraient pas supporté et se seraient éliminés parce qu'ils auraient des millions de personnes qui les critiquent. C'est probable, c'est probable. Alors que lui, derrière, il se dit des millions de personnes parlent de moi. Tu vois, c'est une autre vision des choses, c'est un autre mindset. Moi, je sais que j'ai plein d'abonnés ou même des gens que je coach pour qui j'aide à créer leur chaîne YouTube qui ont été un peu refroidis en se disant mais si je crée un business en ligne et je suis confronté à une sorte de bad buzz comme lui il a vécu, bah, j'ai pas trop envie, quoi. Et du coup, ça refroidit certaines personnes. En tout cas, dans mes abonnés, il y en a beaucoup qui ont été un peu, pas traumatisés, mais refroidis, quoi. Non, je sais, mais chacun à son échelle, tu vois, je veux dire, des fois, il m'arrive, aujourd'hui, bon, j'ai pas une audience aussi grande que l'audience qui a été impactée par le message d'Emmanuel, mais en gros, d'ailleurs, tu vois, je trouve même bête qu'on passe presque tout cet appel à parler de cette affaire, mais en gros, si tu veux, mon audience, elle représente quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes et plusieurs centaines de milliers de personnes ont vu mes vidéos depuis le début de ma chaîne. Et dans cet échantillon, il y a des gens que j'accompagne, que je coach. Je leur ai permis de passer de zéro, vraiment zéro, genre en mode c'est impossible, c'est inespéré, à des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros générés par mois. En fait, si tu veux,
même si il faut qu'il y ait 1000 personnes qui me critiquent et qui me lancent des tomates dans la rue, si je sais que j'ai aidé ne serait-ce qu'une seule personne à changer sa vie et peut-être que cette personne elle était exactement comme moi en 2013 au même endroit avec le même sentiment, eh ben, je m'en fous en fait des 1000 personnes qui me critiquent. Il suffit même que cette vidéo que je suis en train de te faire permette à une seule personne de prendre conscience que des choses soient possibles. Bah, je m'en fous en fait si y en a 10 autres qui disent ah ouais lui il est pas sérieux hein, purée, ça doit sûrement c'est pas possible ces résultats, ça doit sûrement être un escroc hein. Tu vois ce que je veux dire, ça me dérange pas moi. D'accord. Et du coup ouais, je pose souvent cette question là aux gens que j'interviewe, c'est quoi ta définition de la réussite? J'aime bien poser cette question là parce que on a souvent, il y a plusieurs visions de la réussite, soit de l'argent et tout ça. On a entendu des gens dire que la réussite, c'est avoir une Rolex à 50 ans. Ouais. C'est quoi, toi, ta vision justement de la réussite? C'est rigolo que tu me parles de Rolex parce que je vais m'en acheter une nouvelle en plus la semaine prochaine. Mais tu vois, tu n'auras pas attendu 50 ans pour aller voir la tienne. Non, j'ai pas attendu 50 ans, même pas la moitié, tu vois. Mais effectivement, la vision de la réussite, pour moi, ça n'a rien à voir avec les finances parce que l'argent, c'est éphémère. L'argent, c'est éphémère. Aujourd'hui, je peux gagner beaucoup d'argent. Demain, je peux faire faillite. Et le surlendemain, je peux regagner beaucoup d'argent. Il en existe des centaines, des milliers, des exemples comme ça. Après, moi, ce qui compte le plus, en réalité, ce sont les gens qui m'entourent. Alors, je ne vais pas faire l'émotionnel ou autre, je suis vraiment quelqu'un de très rationnel. Mais quand je dis les gens qui m'entourent, ça peut être effectivement ma famille, mes proches, mes amis, mais surtout typiquement des gens comme mon associé par exemple, qui en fait a tellement impacté indirectement dans ma vie, qui fait que sa mission de vie à lui est devenue indirectement aussi la mienne et c'est un objectif en l'occurrence qui a la capacité de toucher des millions voire des milliards de personnes à terme, donc il y a ça aussi et il y a le fait en fait d'aider simplement, d'aider son prochain, de donner de la valeur. Toutes les semaines avec mes étudiants en coaching groupé, je leur fais établir leurs objectifs. Moi, toutes les semaines, mon objectif, c'est de faire en sorte que eux atteignent leurs objectifs. Pour qu'à terme, en fait, j'ai contribué au développement de dizaines ou de centaines de personnes. Mais ça ne marchera pas avec tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets de choisir en fait, les gens avec qui j'accepte de travailler. Tu vois. Donc, ma vision de la réussite, c'est d'avoir impacté positivement le monde selon sa vision des choses pour moi. D'accord. Et du coup, on parlait de e-commerce au début. Je pense que c'est un peu ton domaine. C'est quoi la tendance que tu observes le plus actuellement, justement, peut-être de tes élèves ou de tes... Alors moi, je ne fais pas de e-commerce. Hein, et dans mes élèves, je ne leur enseigne pas à faire du e-commerce. Je connais ce monde-là, effectivement, mais mon domaine de prédilection, c'est surtout le marketing digital, donc tout ce qui est en lien avec les stratégies, les dernières stratégies, les outils et tout ce qui s'ensuit, et aussi le consulting. Mais en gros, tout ce qui est e-commerce, j'avais lancé une fois un site de dropshipping, il avait fonctionné, je l'ai revendu à un pote qui n'arrivait pas à lancer ça, donc cool. Mais aujourd'hui, ouais, la grande tendance, c'est vrai que dans le e-commerce, tu as deux choses encore en vogue. Tu as le dropshipping, mais ça marche plus très haut, le AliExpress, ou tu as le POD, le print of demand. Après, les régies publicitaires, même comme Facebook, sont de plus en plus à l'écoute et vigilantes avec les annonceurs. Et derrière, ce qui marche le plus aujourd'hui, c'est le consulting. C'est vraiment le fait de monétiser ses compétences. Parce qu'on peut partir vraiment de zéro et même peut-être que tu as un ou plusieurs domaines d'expertise, mais je suis sûr que tu me dis que tu as fait du coaching avant, je suis persuadé que tu pourrais impacter davantage, vendre plus cher, être beaucoup plus libre et en plus pouvoir véhiculer ton message bien mieux. Tu vois, moi j'avais ce syndrome de l'imposteur au départ où je me disais c'est impossible de vendre un coaching à plus de 50 euros. Tu vois. Puis un jour j'ai vendu un coaching à 200 euros. Puis un jour, j'ai vendu un coaching à 500 euros. Puis un jour, j'ai vendu un coaching à 1000 euros. Puis aujourd'hui, je vends des coachings à des fois plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais par contre, je sais derrière que la valeur que je vais apporter dans ce coaching, qui ne va pas durer une heure, il va durer peut-être, par exemple, un coaching que je fais sur 3 mois, que je vais vendre 12 000 euros à quelqu'un. Ça va être quelqu'un que j'ai choisi. Je sais qu'il a déjà un business, que ça tourne. Peut-être qu'on va passer moins de 5 heures ensemble au final. Mais par contre, je sais que sur une échéance de 3 mois, 6 mois et 12 mois, les résultats qui vont découler de ce coaching seront 10 fois, 20 fois, voire 100 fois supérieurs à ce qu'il a payé initialement, tu vois. D'accord. Ok.
Et du coup, pour arriver à ton résultat, ou en tout cas là où tu es actuellement, j'imagine que tu as lu beaucoup de livres, ou en tout cas tu as passé beaucoup de formations et tout ça. Est-ce que tu as un livre à recommander ou un livre que tu as récemment acheté? J'ai une grosse bibliothèque effectivement. Après, là, en ce moment, j'ai un peu moins le temps de lire. Moi, je dirais, je pense que mon conseil, ce serait pas de lire, ni de se former, ni je sais pas quoi. En fait, mon secret, en réalité, si on peut dire que c'est un secret, euh, c'est euh, c'est juste de travailler. Vraiment, mais genre vraiment. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, mais qui se disent ouais, je travaille, et qui se rassurent en se disant waouh, j'ai bien travaillé. Non, travailler, ça veut dire que vous sacrifiez absolument tout. Ça veut dire que vous êtes prêt à vraiment passer 18 à 20 heures par jour, s'il le faut, assis sur une chaise face à vos écrans, à être efficient, efficace. Ouais, Pas c'est juste être obsédé, quoi, en quelque sorte. obsédé, c'est ça, il faut être obsédé. Moi, des fois, comme je t'ai dit au début d'appel, tu vois, je jouais à trop aux jeux vidéo, hein, j'oubliais de manger. Ben, en fait, là maintenant, c'est pareil, tu vois, j'oublie de manger. Genre, tu vois, j'ai oublié notre appel en fait. Pour ceux qui nous suivent, là, j'ai oublié notre appel, j'étais pris dans des tâches, j'ai une to-do list que je regarde là encore, j'ai au moins 27 tâches à faire d'ici ce soir. Je sais pas à quelle heure je vais dormir, mais je m'en fous en fait. Et je me coucherai pas tant que cette to-do list ne sera pas terminée. Et on s'en fout que mes résultats, ça soit 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, 100 000, 1 million ou autre. C'est en fait ma vision des choses, c'est ma façon de faire, parce que je le fais non pas pour l'argent, mais pour la passion. C'est ça qui m'anime en fait. Et du coup, tu parlais de to-do list, est-ce que tu as des applications de productivité ou des outils que tu peux recommander pour ça? Ouais, alors typiquement même, tu vois, là en ce moment, vu que je suis tellement sous l'eau que j'ai même plus le temps d'ouvrir mes applications, j'utilise Note avec des petits bullet points et je coche les trucs, mais j'utilise beaucoup par exemple Taskworld, j'utilise Airmail 3 pour gérer des séquences, enfin des emails et ça m'envoie des emails avec un petit plugin. J'utilise pas mal de choses, j'ai aussi mon petit cahier que je me suis fait le consultant avec mon branding et je note plein de choses et du coup je coche à chaque fois ce que je fais et j'en offre un aussi à mes clients pour leur dire vas-y mets toutes tes notes ici. Enfin, j'ai pas mal de choses de productivité, mais l'essentiel de ma productivité en fait c'est surtout là-dedans et c'est surtout au fur et à mesure du temps où tu vas comprendre que ton temps tu dois l'investir que là où tu as le plus de valeur. Et tout ce que tu peux déléguer, tout ce que tu peux automatiser, tout ce qui n'est pas important, pas urgent, tu supprimes. Tu supprimes. Et même en tant qu'entrepreneur, il est essentiel de calculer son taux horaire. Tu sais, en tant que salarié, tu sais que tu vas être payé 4, 5, 10, 20 ou 30 ou je sais pas, euros de l'heure. En tant qu'entrepreneur, tu dois te dire quel est mon taux horaire. Ouais, c'est clair. Et si tu fais une tâche qui est 100 fois inférieure à ton taux horaire, il y a un gros problème. Si tu fais une tâche, typiquement tu montes une vidéo pour ta chaîne YouTube et que tu sais que tu peux la déléguer pour 15 balles sur Fiverr, Upwork ou même 5euros.com ou j'en sais rien, et que tu vas prendre 1 heure à faire ça et te prendre la tête et que ton taux horaire c'est 2000 euros, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Tu perds 1900 euros, plus de 1900 euros en faisant une vidéo YouTube. Ok. Et du coup, le mot de la fin avant de se quitter, c'est quoi est-ce que tu as une citation préférée ou quelque chose qui restera gravé dans la roche Parce que j'aime bien les citations, je ne sais pas si tu as... Ma citation, enfin j'en ai plein, mais là j'en ai une qui me vient à l'esprit, c'est tout simplement quand on veut, on peut. Voilà. C'est Vraiment, basique. c'est basique, c'est simple. Mais quand on veut, on peut. Moi j'en avais marre, donc j'ai dit quand on veut, on peut. Et après je rajoutais derrière quand on peut, on doit. Voilà. D'accord. Donc comme ça au moins il n'y a pas de souci. Parce que pouvoir c'est bien, mais devoir c'est encore plus impactant. C'est un devoir, c'est une obligation. Ouais, il y a quelqu'un qui attend quelque chose de toi et du coup, tu n'es pas le seul à subir les conséquences si tu fais pas, quoi. C'est ça. Et il y a une chose aussi que les gens doivent prendre conscience, c'est qu'ils sont leur seul responsable en fait, le seul responsable de leurs résultats, le seul responsable de leur vie. Que vous vous formiez chez X, chez Y, que vous lisiez le livre X ou Y, que votre client soit content ou pas, en fait on s'en fiche de ça. C'est votre faute, vous êtes le seul responsable. Mais vous êtes aussi responsable de vos réussites. Attention, mais aussi de vos malheurs. Donc toujours se remettre en question, toujours apprendre, se former et être à l'écoute, quoi.
Ok. Et du coup, avant de nous quitter, où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'internet mondial? Sur ma chaîne YouTube, typiquement, Alec Henry, directement, vous me trouvez sur ma chaîne YouTube, ou le-consultant.fr. Et j'ai aussi Facebook, j'ai aussi Instagram, Alec Henry. Donc ouais, je suis assez présent, on arrive facilement à me trouver avec simplement mon prénom, mon nom. D'accord, de toute façon je mettrai tous les liens en description pour pouvoir te retrouver. Ça marche. Bon, en tout cas, merci de nous avoir partagé ton aventure et d'avoir pris le temps de nous parler. Avec plaisir, c'était un plaisir d'échanger avec toi et puis en espérant que ça puisse aider quelques-uns et en motiver quelques-uns, ne serait-ce qu'une seule personne, ça serait génial. Ouais, c'est clair. Super, bon merci à toi. Avec plaisir. Salut. Merci, salut. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un pouce en l'air qui fait plaisir. Et si vous aussi vous voulez créer un univers propre à vous, j'ai créé un livre, un e-book qui s'appelle Les 13 secrets des créatifs, qui est téléchargeable en lien juste en dessous. C'est un e-book que j'ai créé à la suite de mes 10 ans de carrière en agence de communication où on me demandait de créer quotidiennement des concepts innovants pour des entreprises. Et j'ai trouvé ça idiot de garder toutes ces formules magiques pour moi. Je les ai mis dans un e-book qui s'appelle Les 13 secrets des créatifs, qui est gratuit, qui est en lien en description. Mais surtout, restez déterminés à réussir. Salut!